Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CryptoFort, cette actualité crypto donc numéro 78. Donc j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine, une bonne fin de week-end. Et donc écoutez, aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler de l'actualité crypto, de l'actualité économique, des projets crypto comme VeChain, mais également XRP et de l'entreprise Ripple derrière le XRP. Et bien sûr, on parlera bien évidemment du Bitcoin parce qu'il y a des choses très intéressantes à dire. Je vais notamment, je pense, vous parler du modèle Stock to Flow de plan B pour ceux qui n'ont pas connu. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier ce modèle, mais que je trouve très intéressant parce que on va en parler. Bon, je ne vais pas vous spoiler déjà maintenant. Mais écoutez, voilà, on a pas mal de choses à voir. On a également à voir le rapport In Gold We Trust. Vous savez, je vous ai dit que je prendrai des petits bouts chaque semaine pour vous présenter ce rapport qui fait quand même 400 pages, mais qui est très intéressant parce qu'il y a des données hyper pertinente sur le marché de l'or qui est en pleine évolution en ce moment. Donc on va en parler. Je vais vous présenter des graphiques, des courbes sur l'or, etc. Et puis voilà. Donc si vous êtes chaud, bien, écoutez, je vous invite à regarder la vidéo en entier si possible. Et si vous ne pouvez pas, écoutez des petits bouts déjà, ce sera très bien. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par le célèbre rapport, comme d'habitude, de Farside Investor sur les flux au niveau des ETF Bitcoin Spot. Donc on a également tout ce qui est la gestion des actifs. Vous l'avez vu à partir du 7 juin 2024. Donc il y a toujours un délai de l'attente de 2 jours, vu qu'on est le week-end. Donc là, sur les derniers chiffres mis à jour, regardez, nous sommes encore en positif et nous avons même eu un record absolu, je pense même depuis le tout début de l'entrée des ETF Bitcoin Spot sur le marché, puisque là, regardez, au 4 juin, on a eu 886 millions au total de dollars injectés sur le marché des ETF Bitcoin Spot, ce qui est tout à fait une énormité, clairement. Et on voit que aussi là, dans ce cadre-là, on voit que Grayscale continue de battre de l'aile, et d'avoir des flux sortants continuellement en moyenne sur l'ensemble du mois de mai et début du mois de juin. Donc là, on voit que BlackRock est toujours largement en tête de course et même commence à tout simplement manger ses concurrents, puisque là, sur rien que le jour du 7 juin, uniquement BlackRock qui a soutenu en fait le marché des ETF Bitcoin Spot, même à zéro pour les autres. Il n'y a eu aucune entrée sur les autres gestionnaires d'actifs. Donc c'est quand même parlant, sur la place de BlackRock qui est en train de devenir le seul poids lourd en termes de détention de ce marché des ETF Bitcoin Spot. Voilà, donc c'est d'ailleurs pas du tout bon signe, parce que je rappelle, les ETF Bitcoin Spot, déjà, c'est le cheval de Troie, sur le marché et sur la philosophie du Bitcoin, mais en plus de ça, au niveau de la compétition entre les gestionnaires d'actifs, c'est déjà hyper déséquilibré puisque BlackRock est largement en tête de course. Bon, et de loin. Et donc au total, c'est là que ça devient intéressant. Quand on fait le rapport, le dézoom par rapport à la semaine dernière, on voit que nous étions à peu près à 13,5 milliards de dollars injectés sur le marché des ETF Bitcoin Spot au total, en comptant les pertes de Grayscale. Et donc là, aujourd'hui, une semaine après, nous sommes déjà à 15,6 milliards de dollars au total de flux entrants positifs sur le marché des ETF Bitcoin Spot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le regain pour les bitcoins au niveau des institutionnels est en train de repartir à la hausse, est en train de s'accélérer. Avec, j'ai l'impression, une connotation qui est identique au mouvement haussier qu'on avait d'injection de capitaux, je veux dire, dès la sortie des ETF Bitcoin Spot, vous savez, entre février et avril 2024. On a l'impression qu'on repart sur une même dynamique. Bon. Voilà déjà pour cet aspect-là des ETF Bitcoin Spot. Maintenant, je prends un petit article de cryptost.fr. Bitcoin approuvé comme actif alternatif par la présidente de la Securities and Futures Commission de Hong Kong. Donc là aussi très intéressant, pendant que la SEC aux États-Unis essaye de couler le marché, l'industrie crypto par divers moyens, clairement, et bien de l'autre côté, on a à Hong Kong tout simplement les aspects d'entité juridique, de légalisation des actifs, qui adoubent quelque part le Bitcoin et entre par ricochet également les crypto-monnaies
parce que la présidente de la Securities and Futures Commission de Hong Kong, effectivement, a simplement approuvé d'un côté le Bitcoin comme actif alternatif, sans pour autant non plus dénigrer ses défauts, c'est-à-dire sur la volatilité, etc. Mais derrière, elle a également parlé des NFT, de la technologie, vous savez, de la tokenisation des actifs, notamment avec les avantages de tout ce qui est lié au NFT, c'est-à-dire la propriété virtuelle, etc. Donc ça, c'est intéressant parce que nous sommes tout à fait dans le modèle aujourd'hui en narratif, je l'ai déjà dit très souvent dans les vidéos, intelligence artificielle d'un côté, mais également tokenisation des actifs avec le Real World Asset. Il semblerait que Hong Kong, même à un point de vue des législations d'entités juridiques et des gouvernements, eh bien, on soit intéressé par cet aspect de Real World Asset, c'est-à-dire la tokenisation des actifs. Et c'est la présidente de la SFC de Hong Kong qui le dit. Bon, allez, je continue. Cette fois, on va passer sur justement, je vais vous présenter le modèle du Stock to Flow de Plan B. Donc, ce modèle, il a été créé donc, par Plan B, hein, il y a de nombreuses années de cela, et il y a eu une mise à jour. Vous voyez, ce tweet date du 6 octobre 2022, donc il y a quand même 2 ans. Et c'est là où on voit que c'est très intéressant parce qu'on a donc en rouge, vous avez la courbe des prix du Bitcoin qui sont avérés puisque passés déjà, donc c'est historique. Et en noir, enfin la courbe grise noire, c'est tout simplement le modèle créé par Plan B du Stock to Flow. Donc qu'est-ce que c'est ce modèle Stock to Flow? C'est tout simplement un modèle qui est basé sur l'offre et la demande du Bitcoin au fur et à mesure du temps en fonction des halvings. Je rappelle que le principe du halving, c'est que tous les 4 ans, vous avez la rémunération des mineurs du Bitcoin qui sont divisés par 2. Et donc, ça veut dire que les conséquences, c'est que vous avez une division par 2 des nouveaux bitcoins mis en place en circulation. Donc le robinet divise par 2 quelque part d'arrivée des nouveaux bitcoins tous les 4 ans. Et donc la conséquence, c'est que forcément vous avez un choc déjà entre l'offre et la demande. Parce que quand vous avez une offre qui est divisée par 2 tous les 4 ans et en parallèle une augmentation de la demande, eh bien forcément ça crée un choc au niveau des prix à ce niveau-là. Parce que carrément l'inflation, en fait, hein, c'est le même principe que l'inflation, mais cette fois sur le modèle carrément intrinsèque du Bitcoin. C'est pour ça qu'il prend d'ailleurs de la valeur au fur et à mesure du temps. Bon. Et donc dans ce modèle Stock to Flow, Plan B, lui, a calculé quelque part, alors après j'ai pas les détails, hein, bien évidemment, c'est son modèle, mais il a calculé justement l'évolution de la demande et l'évolution de l'offre au fur et à mesure du temps du Bitcoin, et il en a sorti donc cette courbe juste ici. Donc la théorie, c'est pour lui, c'est la courbe en gris, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire qu'il y a à chaque halving d'ailleurs, il y a une augmentation, il prévoit une augmentation directe et soudaine des prix. Donc ça a été le cas, vous voyez, entre 2020 et 2021, au moment du halving de 2020. Ça a été pareil le cas ici, vous pouvez le voir, au halving de 2016-2017 avec une augmentation des prix en 2017, telle qu'on l'a connue, et également en 2013, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, ce qui est phénoménal, c'est que quand on voit cette courbe grise, eh bien, quand on la superpose avec la courbe rouge, on se rend compte qu'il y a une énorme quand même corrélation. Vous voyez directement par vous-même, c'est que la courbe rouge vraiment se colle quasiment à la courbe grise. Et plus fort que ça, c'est pour ça que je vous le note et que je le montre. Je rappelle avant ça, bien évidemment, que je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement. Ce que je vous dis là, c'est pas à prendre pour argent comptant, bien évidemment, c'est pas une preuve d'un oracle. Enfin, c'est pas, voilà, je suis pas un oracle, j'ai pas la science infuse, hein, je le rappelle. Donc, il faut faire vos propres recherches par vous-même avant de prendre une quelconque décision à ce niveau-là. C'est important. Une fois que c'est dit, eh bien écoutez, là, je vais vous parler également de ce fait que j'ai trouvé quand même remarquable, c'est que cette courbe rouge, vous voyez, c'était en 2022. Le tweet date de 2022. Donc, on va dire que toute cette courbe rouge en ligne droite, c'était selon Plan B, son analyse du futur des prix du Bitcoin à l'époque de 2022. Or là, nous sommes en 2024 et regardez, il a prévu que le Bitcoin remonte en fait à partir donc de 2024 autour de son ATH. Eh bien, écoutez, vous connaissez la suite, puisque nous sommes aujourd'hui en 2024. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la courbe actualisée de ce modèle Stock to Flow avec justement un meilleur graphique, hein, si je puis dire, avec des couleurs et tout. Et regardez, aujourd'hui, nous en sommes là. C'est exactement ce qu'avait prévu Plan B. Et donc, c'est là où ça devient intéressant, c'est que si ça continue, et je dis bien si ça continue dans cette voie-là
ses prédictions, eh bien lui, il ne préconise pas un Bitcoin à 150 000 dollars selon son modèle Stock to Flow. Il prévoit en 2025 un Bitcoin autour de 450 000 dollars. Donc j'avoue que moi je suis plutôt sceptique sur cette somme parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, on a vu que le Bitcoin avait tendance à être multiplié euh, par de moins en moins de facteurs. C'est-à-dire qu'on a vu qu'au fur et à mesure du temps, par exemple, au halving de 2016-2017, il a été multiplié par, je ne sais plus exactement combien, mais plus de 10. Et par contre, au halving de 2020, on a vu qu'après la multiplication, elle a été encore moins. C'est-à-dire que c'était par 3 ou 4. Voilà. Et donc, au fur et à mesure du temps, on constate que les prix, les cours du Bitcoin a de tendance à être multipliés par de moins en moins de facteurs. C'est-à-dire là, on peut s'attendre à peut-être à un 2. On sera content d'avoir un petit 2 fois 2 sur les prix du Bitcoin. Donc ça ramènerait logiquement entre 100 000 et 150 000 dollars. Mais avec le modèle du stock to flow, qui semble en plus probant, puisqu'on voit que l'histoire nous le dit, hein, à travers là, bien sûr à quelques exceptions près, hein, parce que vous voyez, ça oscille quand même les prix, mais ça revient quand même autour de ces courbes théoriques. Eh bien, on pourrait s'attendre à un Bitcoin à 450 000 dollars, selon plan B. Voilà, donc là, je suis très curieux de me dire ce que vous en pensez, parce que, alors, je répète, hein, on n'a pas de boule de cristal, personne ne connaît l'avenir. C'est juste intéressant d'analyser quand même, au niveau mathématique, ça que j'aime bien, bah, ce rapport historique, en fait, ce graphique historique du stock to flow. Voilà. Et donc après, là aussi, il faut être très prudent, c'est que ce modèle stock to flow ne prend pas en compte, par exemple, l'arrivée des institutionnels sur le marché des bitcoins, ni les ETF, par exemple spot au niveau du Bitcoin, ni la tendance géopolitique, ni les problèmes voilà, en train de partir en troisième guerre mondiale, on se pose la question. Donc tout ça n'est forcément pas pris en compte. Donc est-ce que ça aura un impact? Eh bien là aussi on peut se poser la question. Mais en tout cas, là où moi reste quand même assez confiant, et je vous le dis, hein, mais c'est mon avis, je répète, c'est mon avis personnel, c'est qu'on aura une montée des prix du Bitcoin à travers ce bull run. Voilà. S'il n'y a pas de cyberattaque, s'il n'y a pas un effondrement du numérique, hein, de la technologie et tout, on devrait assister logiquement à une augmentation des prix du Bitcoin. Voilà. Bon, j'espère que ça a été clair. J'espère que ça vous a apporté, bah, je sais pas, quelque chose, ce graphique. Il a appris quelque chose en tout cas. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vraiment, je serais très curieux. Allez, je continue cette fois avec, donc je vais passer directement au projet, c'est-à-dire VeChain notamment. Donc là, on a une nouveauté assez sympa, c'est que VeChain a été listé sur Revolut, comme vous pouvez le voir, et ces 40 millions d'utilisateurs ont désormais accès au VeChain et à VTHO. Voilà, donc cette nouvelle a été transmise par VeChain directement via leur compte officiel. Allez, je continue, très intéressant, on a là Manon The Beast, donc Fiorot, qui est une athlète, vous savez, UFC, donc française, hein. Alors après, c'est vrai que l'UFC n'est pas très très connu peut-être en France, c'est surtout un sport qui est reconnu aux États-Unis, très regardé, etc. Et donc, il faut savoir, hein, dans le cadre du partenariat marketing entre l'UFC et VeChain, eh bien, effectivement, l'ambassadrice de, quelque part, de l'UFC en France liée à VeChain, c'est Manon Fiorot. Et donc, très intéressant, elle a posté ses photos où, justement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nettoie hein, donc une plage, hein, j'imagine, de mégots, de saleté, etc., dans le cadre de l'utilisation de l'application Cleanify.vet. Donc, cette application Cleanify.vet, je rappelle, elle fait partie de la plateforme VBetter DAO. C'est une DApp. Donc, je rappelle qu'il y a à peu près 6 DApp en cours sur la plateforme VBetter DAO et que ces DApp ont toutes une utilité en fait en lien avec la traçabilité, l'écologie, etc. Et en fonction des actions que vous faites sur ces DApp, vous êtes récompensé en Better. Hein. Et vote. J'arrive jamais à la retenir celle-là, c'est V3TO. Voilà, V3TO. Donc, et donc dans ce cadre-là, on voit que ça y est, ça commence à, même ces genres d'athlètes et tout, commencent à jouer le jeu, à utiliser cette date. Ça, c'est très intéressant, parce que si on a des athlètes comme ça qui donnent l'exemple, derrière, on voit qu'il y a un lien entre la crypto-monnaie, la traçabilité, l'écologie, enfin voilà, et les récompenses en termes de crypto-monnaie, donc d'argent derrière.
Donc chaque action pourrait être récompensée derrière et vous faire gagner de l'argent en fait. C'est ça qui est hyper intéressant là-dessus. Et donc dans ce cadre des dApps, justement, je passe donc j'avais déjà annoncé la semaine dernière l'arrivée de la nouvelle dApp sur la plateforme VBTR DAO qui s'appelle Eve Earn. Eve Earn, voilà. Donc cette plateforme n'est pas très connue encore, vous voyez 266 followers, mais elle a l'air d'être assez puissante puisqu'elle elle est utilisée dans un cadre, elle a été développée dans un cadre où justement elle permet de récompenser les détenteurs de voitures électriques lorsqu'ils chargent, ils rechargent leur voiture. Et donc là, vous voyez, cette plateforme eh bien, sera utilisable notamment au niveau du Tesla EV la semaine prochaine, c'est-à-dire un événement en lien avec Tesla. Donc en fait, on a aujourd'hui un partenariat qui est peut-être pas officiel, mais officieux entre VeChain et Tesla. C'est quand même du lourd, puisqu'on commence à avoir vraiment un pont entre en fait VeChain, l'écosystème de VeChain et derrière toutes les entreprises au final, puisque les entreprises, on voit bien qu'elles ont des avantages à participer à ce genre d'action pour leurs images. Bon, donc c'est assez intéressant ce qui se passe à ce niveau-là. Ce sera tout pour VeChain, pas d'autres nouvelles pour ma part cette semaine, c'est pour ça que je vais passer directement à XRP et Ripple. Allez, j'ai un tweet de Ripple, directement l'entreprise, qui fait référence à son nouveau partenariat avec Clear Junction pour tout ce qui est l'arrivée des solutions de paiement pour les citoyens qui sont présents en Europe ou notamment au Royaume-Uni. Et donc la collaboration va permettre tout simplement à ces citoyens de pouvoir utiliser les solutions de paiement de Clear Junction pour retirer notamment et faire des payouts au niveau des crypto-monnaies mais en monnaie fiat. Voilà, donc ça veut dire que là on a encore une évolution et un pied de la part de Ripple qui est en train de faire une petite place en Europe, notamment dans le cadre en plus de la loi MiCA qui arrive cette année, je rappelle, pour encadrer justement l'industrie crypto en Europe. Voilà, donc on voit que là, Ripple continue d'étendre ses tentacules, hein, si je puis dire. Je continue en plus derrière avec un petit article, hop, de CoinGape, Ripple Labs, donc Ripple, est en train de peut-être construire quelque chose d'assez gros hein, en Géorgie, donc c'est le titre de l'article en anglais, je traduis, tant bien que mal, bref. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a des hauts cadres de Ripple qui sont allés rencontrer des hauts cadres de la Banque nationale donc de Géorgie, dans le cadre justement, pourquoi pour mettre en place des solutions de paiement, des solutions digitales, numériques au niveau des paiements en Géorgie. Donc on voit vraiment que Ripple, là encore, c'est fou, hein, c'est que aux États-Unis, ils sont en procès avec les autorités quand même légales, notamment la SEC, vous connaissez. Et par contre, de l'autre côté, on voit que ce soit en Europe, que ce soit en Géorgie, ou même à Hong Kong ou d'autres pays à travers le monde, et bien justement, ils sont très appréciés au point de rencontrer les plus hautes instances au niveau des banques centrales, des gouvernements, etc. C'est vraiment quand même assez ironique et paradoxal hein, ce qui se passe pour Ripple. Mais c'est révélateur sur la puissance quand même du projet. Allez, je continue cette fois avec un autre tweet, pardon, un autre article, hop, je me trompe, de cointribune.com, donc crypto Ripple se lance dans la course au stablecoin adossé au dollar. Donc, effectivement, donc Monica Long, la présidente de Ripple, a annoncé encore une fois, elle a rappelé récemment que cette année, ce serait l'année où Ripple sortirait normalement hein, son stablecoin sur l'écosystème du XRP. Donc ça c'est intéressant parce que elle rappelait Monica Long que ce marché du stablecoin, on l'attendrait à peu près dans les 3000 milliards de dollars en termes de marché, hein, de capitalisation sur ce marché des stablecoins d'ici 5 ans, c'est-à-dire d'ici 2030 en fait. Donc il y a un vrai marché là-dessus et Ripple va vraiment s'implanter là-dedans parce que derrière, on sait, hein, on sait déjà, je vous ai montré l'article avec la Géorgie, tout ce qui est les banques centrales, les gouvernements s'intéressent de plus en plus aux stablecoins, mais en ont peur également. Donc on le voit notamment en Europe, avec la loi MiCA qui sort, on voit que Tether, le USDT, commence à être inquiet, notamment sur la régulation européenne sur l'industrie crypto, parce qu'ils ont peur de se faire expulser quelque part
de toute la zone euro. Donc, à voir si Ripple va tirer son épingle du jeu, mais ça a l'air d'être le cas dans ce cadre-là, parce que si Tether perd ses parts de marché en Europe, ça laisse la porte ouverte aux concurrents et pourquoi pas aux stablecoins de Ripple. Bref, on verra. Donc, pas de nouvelles sinon au niveau du procès. Là, c'est un peu le blackout, cet aspect-là. De toute façon, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, il y a 2 semaines, tous les dossiers juridiques ont été transmis donc, aux tribunaux américains, donc à la juge Anaïsa Torres, qui doit désormais statuer. Donc il n'y a plus de balle de ping-pong, ça y est, c'est fini. La décision finale doit être prise cette année normalement, ou alors encore avec 2025 si les choses traînent. Mais il y a de grandes chances que on ait le verdict, en tout cas d'ici la fin de l'année 2024, définitif, hein, je rappelle le verdict définitif sur ce procès épique. Bon, donc ce sera tout pour XRP et Ripple aujourd'hui. Maintenant, je vais passer aux actualités crypto plus générales. Et là, notamment, j'ai un article de journalducoin.com. Bitcoin, donc Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, voit maintenant le Bitcoin à 350 000 $. Et pire que ça, il voit lui le Bitcoin à 350 000 $ d'ici fin août 2024. Alors, je pense que, bon là, il s'est un peu emballé quand même, hein. Je vous donne mon avis personnel. Mais bon, il l'a dit d'une façon où c'était pas pour lui totalement une prédiction. C'est-à-dire que lui, c'est sa prédiction à lui. C'est-à-dire il aimerait que le Bitcoin soit à 350 000 $. Bon, je crois on aimerait tous que le Bitcoin soit à 350 000 $ d'ici fin août 2024. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ça va arriver. Voilà. Donc, autant vous dire qu'il y a deux hypothèses. Soit Robert Kiyosaki en a vraiment marre. Et j'ai dit, allez, moi j'en ai marre des monnaies fiat, du système actuel et tout. Je veux que le Bitcoin soit à 350 000 $ pour X raisons pour lui, au niveau personnel. Ou alors, il prévoit également, ce sont des personnes, vous savez, qui sont un peu des insiders, des sources. Et c'est vrai que quand on voit la situation géopolitique économique, pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études pour comprendre que, bon, les actifs alternatifs, si tout s'effondre d'un côté avec notamment la guerre, etc., ou la géopolitique, ou l'économie qui est en train de s'effondrer, parce qu'on va en parler hein, des banques. On va en parler des banques après, j'ai des nouvelles pas très folichonnes hein, au niveau des États-Unis, donc on va en parler. Mais si tout ça, ça se pète la figure au niveau du système traditionnel tel qu'on le connaît, et bien derrière, il va falloir se réfugier, hein, se battre en retraite sur les actifs alternatifs. Et il n'y en a pas 36 000, il y a l'or physique qui est reconnu et l'argent physique qui est reconnu tel quel depuis les millénaires. Et il y a peut-être justement le Bitcoin. Voilà. Donc, ça voudrait dire que si on arriverait à un Bitcoin à 350 000 $ d'ici fin août, ça voudrait dire que le système, en fait, serait effondré entre-temps. Parce que c'est une hypothèse aussi, une des rares hypothèses où moi, je peux envisager pour avoir un Bitcoin à 350 000 $ comme ça d'un coup cet été. Bon, voilà. Mais je reste très sceptique, hein, je vous le dis. Encore une fois, je vous le rappelle, faites attention. Euh, faut rester vraiment très prudent là-dessus parce que on n'a pas de boule de cristal, quoi. Bon, et donc faut pas se laisser influencer comme ça, même si c'est des personnes hyper respectables qui savent vraiment de quoi elles parlent et tout, quand même rester vigilant, hein, parce que on sait jamais. Bon. Allez, je continue avec un autre article. Hop, bim. Allez, je passe cette fois aux actualités économiques. Donc, la BCE tient sa promesse et délivre sa première baisse des taux directeurs. Donc, la Banque Centrale Européenne a réduit ses taux directeurs d'un quart de point, c'est-à-dire de 0,25%. Il s'agit du premier assouplissement de sa politique monétaire depuis 2019. Le taux de dépôt va passer d'un niveau record de 4% à 3,75%. C'est un article de Les Échos. Donc effectivement, ça y est, donc on a le verdict, enfin, c'est que la BCE effectivement a bien tenu sa promesse. Et ce qui est fou, c'est que là, aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on est typiquement dans le cas où on se posait la question, c'est-à-dire que là, j'ai un article de la tribune.fr, la Fed devrait maintenir ses taux directeurs mardi. Donc après, on n'a pas encore le verdict, on le saura mardi définitivement, mais en tout cas, la Fed devrait maintenir ses taux contrairement à la Banque Centrale Européenne et contrairement à la Banque Centrale du Danemark et également à la Banque Centrale du Canada. Parce que
Donc la BCE, la Banque centrale du Danemark et du Canada ont toutes trois baissé leur taux directeur de 0,25%. Donc si la Fed maintient ce taux directeur mardi, ça va vraiment dire quelque chose. Ça voudra dire qu'on a une politique monétaire mondiale qui n'est plus du tout en commun accord au sein même du bloc occidental. Ça voudra dire quand même quelque chose, c'est que les États-Unis en fait sont vraiment mal quoi, au niveau de leur économie, parce que l'inflation là-bas est en train de repartir à la hausse malgré les taux directeurs. Donc aujourd'hui, avec les États-Unis commencent à flancher un petit peu, hein, ils ont réussi à maintenir un peu leur économie là, pendant toute la guerre Russie-Ukraine, parce qu'ils n'étaient pas vraiment impactés par les coûts de l'énergie, etc. Contrairement à nous en Europe, hein, on ne s'en prend pas une figure. Mais là, on voit qu'il y a un retour de bâton de flamme là, pour les États-Unis. Après, là aussi, ça va être intéressant de voir, c'est que est-ce que la Banque Centrale Européenne, Danemark, Canada, etc., qui ont quand même une économie qui est bien plus fragile aujourd'hui, il faut le dire, hein, que les États-Unis, n'a peut-être justement pas le choix, en fait, que de baisser ses taux directeurs pour éviter une catastrophe économique. Parce que je vous rappelle, hein, le jeu des taux directeurs, de baisser, de monter les taux directeurs, c'est de jouer contre l'inflation. Donc si une banque centrale monte ses taux directeurs trop longtemps sur une trop longue période, elle provoque en fait une récession, puisque en augmentant ses taux directeurs, elle ralentit l'économie, elle met la pression sur l'économie dans le but qu'il y ait de moins de capitaux investis sur les marchés, que les crédits soient moins accessibles par les citoyens, et donc derrière qu'il y ait vraiment un ralentissement de la demande sur le prix, sur les produits, etc. Donc il y a une baisse de l'inflation en conséquence par rapport à l'offre. Voilà. Donc quand on voit ça, on se dit que malgré le fait quand même que l'inflation vient à peine d'être jugulée en Europe, notamment avec, il y a 3-4 mois, nous étions encore quand même entre 4 et 5% au niveau de l'inflation en Europe. Donc quand même, on peut se poser des questions, surtout qu'il y a des économistes qui disent déjà qu'en fait, selon les chiffres, sont les points de vue sur lesquels on les regarde, on les prend, en fait, l'inflation est quand même déjà repartie en Europe. Donc là, on peut se poser la question, c'est en fait juste la Banque Centrale Européenne n'a peut-être pas le choix que de baisser ses taux directeurs pour ne pas provoquer une crise économique bien pire que le remède au final, hein, que le mal de base. Bon. Donc là, on va être fixé, on va bien voir d'ici, allez, je dirais les 2-3 prochains mois, si en baissant les taux directeurs, la Banque centrale relance quelque part l'inflation. Je serais très curieux de voir ça. Alors, si c'est le cas, on est vraiment, là on est mal, hein, parce que ça voudrait dire que la Banque centrale européenne n'aura pas le choix que de baisser ses taux directeurs, et qu'on n'aura aucun levier d'action sur l'inflation. Donc si elle repart à la hausse, là on est mal, parce qu'il n'y aura aucune limite en fait pour juguler l'inflation derrière. Si ce n'est remonter les taux directeurs. Voilà. Voilà où on en est, donc c'est pas à gagner, hein, clairement, d'un côté comme de l'autre. C'est vraiment le sketch, hein. C'est un feuilleton qui nous rappelle quand même malheureusement les crises des années 2008, mais moi je dirais même plutôt la crise de la Grande Dépression de 1929, même si on l'a pas vécu, hein, évidemment, mais l'histoire quand même nous l'a enseigné. Ça n'a pas été une belle période, hein, forcément, parce qu'elle a conduit à la Seconde Guerre mondiale. Et là, comme par hasard, on parle déjà de Troisième Guerre mondiale. Donc là aussi, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut ouvrir les yeux, hein, c'est que si on continue dans cette voie-là, peut-être que le seul moyen pour tous ces gouvernements de relancer l'économie, ce sera la Troisième Guerre mondiale. Comme par hasard, on nous y pousse quand même pas mal. Allez, un petit aparté, encore une fois, c'est mon avis, ça ne tient qu'à moi, mais voilà, je vous l'ai dit. Allez, dernier article pour la route, après on passera au InGold We Trust, hein, vous savez, le rapport, je vous montrerai quelques petites informations intéressantes. Mais en tout cas, là, voilà, j'ai un article donc, du FDIC. Donc, je rappelle que le FDIC, c'est un organisme fédéral, hein, américain qui est justement en charge de réguler les banques américaines, grosso modo. Hein, je vous la fais courte. Et donc là, elle a présenté au 29 mai 2024 tout simplement le profil des banques du premier quart 2024, c'est-à-dire sur les 4 premiers trimestres, 4 premiers mois de 2024. Et devinez ce qui se passe. Donc la chanson, c'est tout simplement la catastrophe, puisque là j'ai le résumé, hein, de ce rapport sous la forme de The Kobe Letter, hein, sur Twitter, qui parle, voilà, vous voyez, tout est inscrit ici,
d'un massacre au niveau des gains non réalisés par les banques, notamment sur le premier quart 2024. Et là, on parle de 517 milliards de dollars de, de dette, en fait, hein, de pertes sèches pour les banques américaines. 517 milliards de dollars. Et donc, ça concernerait, en fait, les conséquences, ce serait qu'il y a 63 banques américaines qui sont au bord de la faillite. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de la FDIC, c'est-à-dire l'agence fédérale qui régule les banques. Voilà où on en est en fait aux États-Unis. Donc c'est pas du complotisme, c'est pas du truc tiré par les cheveux, c'est un organisme fédéral qui l'a admis. Voilà. Et donc là où c'est intéressant, c'est que vous voyez que cette situation-là, elle n'est pas nouvelle du tout. Quand on regarde les chiffres ici de The Kobe Letter, qui a repris en fait les chiffres de la FDIC, eh bien c'est le cas depuis 2022. C'est-à-dire que depuis quelque part la guerre russo-ukrainienne, depuis le début 2022, c'est un massacre pour les banques américaines. Et comment on l'explique, et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que comment on l'explique, eh bien c'est tout simplement à cause de la hausse des taux directeurs des banques centrales. C'est-à-dire que depuis 2022, c'est-à-dire depuis l'augmentation des taux directeurs de la Banque centrale américaine, eh bien les banques commerciales, privées, ce que vous voulez, américaines, sont dans le rouge en fait. Et de plus en plus. C'est-à-dire que là, on a eu un pic quand même, allez, fin 2022 et en 2023 sur les pertes sèches des banques américaines. Il y a eu une baisse au niveau de la toute fin d'année 2023. Et là, pour le premier quart 2024, on voit qu'il y a un repart, enfin ça repart à la hausse au niveau des pertes. Donc on voit que c'est un massacre, hein, clairement. Et regardez un petit peu, vous voyez un ordre de grandeur, l'impact qu'il y avait en 2008. Donc en 2008, la crise des subprimes qui a ravagé les États-Unis, regardez les montants qui sont concernés au niveau des banques, en termes de pertes réalisées. Pareil, au niveau du confinement, on n'a pas eu ça. C'est-à-dire que là, on a eu des petits impacts là, en 2018-2019. Et encore, c'était bien plus important que la crise des subprimes de 2008. Mais on voit quand même que là, on est quand même dans quelque chose de bien plus grave au niveau des banques que la crise des subprimes de 2008, pour vous donner le ton. C'est pour ça que moi, je parle plus d'une situation là, de la Grande Dépression de 1929 que la crise des subprimes de 2008, en termes de crise bancaire. Voilà. Donc voilà pourquoi, en plus, comme c'est aux États-Unis, je rappelle que la Fed ne va pas peut-être pas avoir le choix d'ici mardi de ne pas baisser ses taux directeurs. Donc ça veut dire que cette situation-là, il y a de fortes chances qu'elle continue dans le temps. En fait, tant que les taux directeurs de la Banque centrale américaine sont élevés, eh bien cette situation va perdurer. Et plus elle perdure, et plus les banques américaines vont avoir des difficultés sur leurs gains non réalisés, c'est-à-dire leurs pertes, en fait. Voilà où on en est au niveau du marché bancaire. Voilà pourquoi c'est quand même pas rose en ce moment, faut le dire. Allez, maintenant j'ai passé, je vais vous montrer voilà, le rapport de Ingold Withrow. Alors vous voyez, là, il y a un sacré paquet de pages, sur la page 29, mais il y a, que je vous disais, hein, il y a 400 pages, comme vous pouvez voir, avec tous les organismes à la fin qui ont participé, les institutionnels qui ont participé à rédiger ce rapport, hein, vraiment solide. Mais vous voyez, il y a 400 pages, il y a 422 pages précisément. Donc autant vous dire que c'est assez chaud quand même, hein, pour tout lire. Donc je vous montre un des petits bouts, hein, comme promis. Donc, alors là, vous voyez, j'ai quelque chose quand même d'assez intéressant, c'est-à-dire c'est les performances de l'or entre 1971 et 2024, mais par rapport à toutes les monnaies fiat majeures mondiales. Donc on retrouve le dollar, on retrouve l'euro, la livre sterling, le franc suisse, le yen japonais, le dollar australien, ainsi de suite. Et donc regardez, chaque année, depuis en fait, à part les années 1990, 99 et 80, 89, tout le reste, en fait, depuis les années 2000, depuis 24 ans, l'or a tout pulvérisé, hein, clairement, par rapport aux monnaies fiat. Ça veut dire que depuis les années 2000, on a les monnaies fiat qui perdent tout simplement de la valeur par rapport au dollar et donc par rapport à l'or. Et donc l'or est en train de surperformer l'ensemble des monnaies fiat à travers le monde, ou en tout cas les plus importantes. Donc là, on voit quand même que l'or, ce que je vous dis, c'est que ce que je pense qu'il est en train de se passer, hein, c'est qu'il est tellement en train de surperformer la valeur des monnaies fiat qu'il est en train de devenir quelque part aussi un actif
sur lequel vous pouvez presque vous enrichir. Je dis presque. Et en tout cas, peut-être qu'à un moment, il ira tellement vite vers le haut qu'effectivement, il permettra de s'enrichir. Parce que là, vraiment, c'est quand même assez phénoménal les performances qu'il affiche sur 20 ans, quelque part, 24 ans. Donc, l'or qui à la base représentait vraiment un bouclier contre l'inflation qui permet de garder une valeur stable quelque part de son épargne par rapport à la dévaluation des monnaies fiat, eh bien aujourd'hui semble aller même plus vite que l'inflation. On le voit ces derniers mois, hein, l'or a pris au kilo, 20 000 euros au kilo en l'espace d'un an. Un explosé de plus de 20%, quoi. Donc ça, c'est du jamais vu, hein, clairement, en si peu de temps pour un actif comme l'or. Donc ça donne quelque part le ton sur l'état de la situation mondiale économique et géopolitique. Voilà, donc on est confirmé encore là-dessus par ces chiffres qui sont quand même assez criants de vérité sur la situation actuelle. Bon, allez, donc écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui les amis. Hop, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris donc des connaissances, puisque le savoir, c'est pouvoir derrière. Je rappelle encore une fois que je ne suis pas dans le conseil financier, que je n'ai pas la science infuse, donc des choses à prendre voilà, avec des pincettes d'informations au niveau des prix du Bitcoin, surtout tout ça. Et puis faites vos propres recherches, évidemment. Et sinon, écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez de toutes ces informations, où on se dirige, où on va. Après, voilà, ça sera assez intéressant quand même de débattre là-dessus. Et puis sinon, écoutez, prenez soin de vous. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'actualité crypto, donc numéro 79. Allez, la vie, ciao.